Donc, bonjour tout le monde, officiellement bienvenue à tous à ce lancement d'ouvrages collectifs sur les pratiques psychoéducatives auprès des jeunes trans et non-binaires, enjeux contemporains et approches innovantes. On est excités aujourd'hui, on est fébrile. Ça va être, je sens, un événement très, très enrichissant. Merci d'être au rendez-vous. Ça veut dire beaucoup pour nous. On voit des visages qu'on connaît. D'autres qu'on découvre. C'est vraiment, vraiment, ça nous fait chaud au cœur. Le planning pour aujourd'hui, si je peux me permettre l'anglicisme, c'est de débuter par une mise en contexte socio-politique. Et je trouvais que parmi les trois personnes co-directrices de l'ouvrage, qui en passant est moi-même, Julie-Christine Coton, Nicolas Courcy et Annie Poulaine Sans Façon, je trouvais que la personne possiblement la mieux placée pour le faire, c'est Annie, avec toute son implication, son engagement là, actuellement, que ce soit dans les médias, dans la production des savoirs, les rapports d'expertise et compagnie pour nous parler de qu'est-ce qui se passe là, très récemment parce que ça bouge là, à vitesse grand V. Après cette présentation-là, je vais vous faire une présentation générale du livre et de l'introduction. Et après, on va passer à un panel vraiment intéressant avec trois personnes qui ont des savoirs en tout genre, mais surtout un précieux savoir expérientiel. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à ma chère collègue Annie Poulaine Sans Façon. Merci, Julie-Christine. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est le fun de vous voir en si grand nombre. Je vais faire ça rapidement. C'est sur le contexte actuel. Là, on a vu, depuis les années 2010, on a vu quand même beaucoup de nouveaux droits qui ont été acquis. Je pense qu'on était vraiment on s'en allait vers la bonne direction. Et ce qu'on voit là, depuis à peu près là, 2018-2019, c'est des restrictions au niveau de ces droits-là qui commencent à s'opérer. J'ai essayé comme de penser comment présenter ça, mais je pense que ce qu'il y a eu, il y a peut-être eu d'autres choses, mais il y a eu Chiarabel, le cas de Chiarabel en Angleterre en 2019, qui a fait en fait une plainte contre Tavistock, où est-ce qu'elle a reçu des bloqueurs. Donc, Chiarabel, c'est une personne qui a fait une transition médicale et qui par la suite l'a regretté. Mais ce que ça l'a fait, ça, c'est que ça a eu vraiment comme des impacts où est-ce que la question de la détransition, on va en parler tout à l'heure, a commencé à prendre beaucoup d'importance au niveau des médias. Et on a vu que dans plusieurs juridictions, l'accès à ces soins-là a commencé à se restreindre. Donc, on l'a vu dans certains pays, là, comme par exemple la Finlande, la Suède, là, on a vu aussi en Angleterre. Je reviendrai au Québec dans un instant, mais on a vu vraiment des pays qui ont décidé là, de complètement soit empêcher les jeunes, les mineurs d'accéder aux soins d'affirmation du genre ou bien de restreindre vraiment son accès. Au Québec, on n'est pas encore rendu à ces questions-là, quoique, comme vous savez, il y a eu quand même plusieurs luttes contre les droits des personnes trans depuis la dernière année. On va arriver là, dans 3 jours à l'anniversaire de la fameuse manifestation de A Million March for Children, qui a quand même, je dirais, chamboulé beaucoup là, la question des droits au Québec, parce que suite à ça, on a eu l'annonce du comité de sages, de la création d'un comité de sages, donc comité de sages de personnes ayant des expertises autres que des expertises concernées ou expertises en recherche, disons, qui ont été mis en place par le gouvernement pour réfléchir à la question des jeunes, sans pour autant préciser si on allait parler des toilettes, de l'accès aux soins, de l'utilisation des pronoms. Donc, je pense qu'ici, au Québec, vous pouvez voir qu'on est quand même dans une situation où il y a des possibilités aussi de restreindre certains droits. En tout cas, j'espère que l'avenir va me prouver que je n'avais pas raison aujourd'hui, parce qu'on voit que dans d'autres provinces, c'est déjà entamé, par exemple au Nouveau-Brunswick, où il y a eu une politique qui maintenant
gouvernement oblige les jeunes de moins de 16 ans à avoir un consentement parental pour pouvoir utiliser un pronom choisi dans une école. Même chose s'est produit en Saskatchewan, où est-ce qu'en fait, ça, c'est un autre processus légal, là, je dirais, mais où est-ce que le gouvernement a voulu passer une loi, il y a eu des organisations de contestation et finalement, le gouvernement utilise la clause dérogatoire, ce qui veut dire qu'il ne peut pas avoir en fait, de poursuite. On ne peut pas poursuivre. C'est une question qui est réglée au niveau de la Cour. Là, présentement, je comprends qu'il y a il y a des gens qui essaient de montrer qu'on ne peut pas utiliser la clause dérogatoire pour cette question-là. Mais on a aussi entendu parler de l'Alberta, où est-ce qu'il y a eu une annonce comme qu'on réfléchissait à contraindre l'accès aux soins d'affirmation du genre. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que dans la plupart de ces situations-là, on, euh, on se base souvent sur la question des données probantes. Donc, on dit, on devrait arrêter de soutenir les jeunes dans l'utilisation de leurs pronoms ou de leur donner accès à des soins d'affirmation du genre médicaux parce qu'on n'a pas de données. Puis là, on tourne souvent autour des soins des soins d'affirmation du genre médical, où est-ce qu'on dit qu'on n'a pas d'évidence de recherche pour montrer les bénéfices, les bienfaits, en fait, que des soins comme ceux-ci peuvent avoir sur les jeunes trans et non-binaires. Peut-être, j'aimerais juste dire un mot, puis vous allez voir pourquoi je parle de ça, parce qu'en fait, bon, le livre, on va parler du livre, on va parler de différents types de connaissances, de connaissances de personnes concernées, de connaissances de la recherche, etc., de connaissances au niveau des politiques. Mais ce que je dirais, c'est que souvent, l'argument, c'est de ne pas avoir de recherche, c'est qu'on se base seulement sur un type d'évidence et c'est celle des revues systématiques. Donc, quand on parle, par exemple, de données réellement probantes, c'est les données qu'on va aller chercher pour faire des tests sur des médicaments avec des échantillons à l'aveugle, etc., etc. Et ce qu'on voit, c'est que quand on met ce genre d'évidence-là, et c'est des évidences qui sont quand même intéressantes, là, moi, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain ici, là, mais quand on met juste ce genre d'évidence-là de l'avant, on met en nombre, en fait, un autre type d'évidence qui est importante, là, celle des personnes concernées, mais aussi des autres types de recherches, des enquêtes communautaires, des recherches qualitatives, etc. Et on a vu ça là, assez clairement avec la publication du rapport CAS au mois de mai 2023, où ça l'a fait comme une bombe. Le rapport CAS disait, il n'y a pas d'évidence de données probantes, on ne peut pas se baser là-dessus, donc c'est expérimental, donc il faut arrêter les soins d'affirmation du genre. Je pense que ce qu'on voulait faire avec ce livre-là, puis c'était avant la production du rapport CAS, évidemment, mais je pense que ça va monter la pertinence sociale du livre, c'est de montrer qu'il y a vraiment plusieurs évidences qui vont dire en fait des choses un peu différentes et que c'est vraiment l'accumulation, je pense, des évidences qui nous permettent, incluant celles des personnes qui le vivent, qui vont nous permettre de voir finalement si c'est des soins qui peuvent faciliter, aider, améliorer le bien-être ou pas. Donc, on est dans un contexte sociopolitique qui est quand même, je dirais, fragile au niveau des droits. Et donc, je vais passer la parole à Julie-Christine. Là, je ne vais pas parler trop longtemps, mais je pense que ça montre l'importance là, de mettre de l'avant tout type de recherche et de connaissances pour avoir une compréhension plus globale, en fait, de la situation. Donc, c'est ce que Julie-Christine va vous présenter avec le livre. Voilà. Merci infiniment, Annie. S'il y a quoi que ce soit avec le son C, tu me feras signe. Merci, Annie, parce que tu jettes des bases qui sont essentielles, très instructives. Puis surtout, je trouve que ça permet de contextualiser pourquoi ça a été important pour Nicolas, toi, moi, d'accepter de relever le défi d'ouvrage collectif quand les PUC nous ont approchés. On voulait répondre à ce contexte préoccupant-là. Ça fait quelques années passées, mais on voyait déjà ces différentes tensions monter là. Puis on avait vraiment le désir de contrer la désinformation parce que oui, Annie a mis de l'avant la fragilité des avancées concernant l'accès des soins d'affirmation, mais
aussi concernant la liberté des jeunes d'exprimer leur genre librement. Donc, on n'est même pas dans des démarches qui sont médicales et même les démarches sociales d'affirmation pourraient être en danger au Québec éventuellement. On souhaite que non. Mais voilà, donc je trouve que ça met vraiment la table à pourquoi on a décidé d'aller de l'avant avec ce projet d'ouvrage-là. L'introduction, ben, qui s'intitule L'intervention psychoéducative auprès des jeunes trans et non-binaires. Et on a ajouté avec la proposition d'Annie, bâtir des ponts entre les expertises sans laisser personne derrière. Sans laisser personne derrière, ça veut dire beaucoup de choses, mais entre autres, sans laisser les moins jeunes derrière, les personnes mineures, les personnes de 13 ans et moins derrière, sans laisser les personnes avec certaines intersectionnalités. Je pense entre autres au statut d'immigration qui peut venir des fois amplifier des injustices, etc. Je pense aussi à l'identité de genre non-binaire, par exemple. Donc, Annie vous l'a montré au début de l'introduction, on parle des avancées en matière de droit et d'intervention auprès des jeunes trans non-binaires, mais on parle aussi à quel point dans les dernières années, ça apparaît plus fragile. On parle des tensions socio-juridiques, politiques et de tout ça. Et on parle aussi de l'impact des campagnes empreintes de sensationnalisme, de désinformation sur les transitions de genre chez les mineurs et aussi chez les jeunes qui choisissent de détransitionner. Et justement, on a pu ajouter en toute fin de processus un chapitre sur la détransition des jeunes. On a la chance d'avoir Tom Lee qui va venir nous le présenter aujourd'hui, où on amène plusieurs nuances importantes, notamment sur la question du regret. Mais cela dit, tout ça pour vous dire que toutes ces tensions-là, on observe de plus en plus que ça se reflète dans le bureau de nos personnes cliniciennes au sein des instances organisationnelles qui sont plus que jamais sous pression de comment bien intervenir auprès des jeunes trans non-binaires. D'une part, on veut être inclusif. D'autre part, si on l'est trop, si on les jugeait trop, on va peut-être être pointé du doigt. Donc, on a vraiment voulu répondre à un besoin de ces personnes-là en venant amener les plus récents savoirs scientifiques, théoriques, cliniques, mais aussi expérientiels pour venir mettre des bonnes informations sur la table, puis surtout beaucoup de nuances pour pouvoir appeler les gens à avoir une approche interdisciplinaire, inclusive, respectueuse envers les jeunes trans et leurs proches, avec une approche qui est informée à la fois par la recherche puis par les pratiques innovantes. Une fierté par rapport à notre ouvrage, c'est l'expérimentation d'une écriture inclusive. Parce que, comme vous l'avez vu, c'est pas toujours simple de rendre visible la diversité du genre à l'écrit, surtout quand il est question du français. Donc, l'équipe d'édition a fait le choix d'expérimenter des formulations inclusives dans le cadre du livre et l'équipe des presses de l'Université du Québec ont accepté d'aller dans ce sens-là. Quand il est question de groupes avec un vécu de marginalisation comme les communautés LGBTQI2S+, le vocabulaire qui est utilisé pour désigner leur parcours, leur identité devient super important. Non seulement le lexique peut contribuer à la construction identitaire et à l'empowerment, mais aussi, en fonction de la terminologie qui est adoptée, ça a aussi le pouvoir d'évoquer une connotation qui est oppressive ou encore émancipatoire. Et c'est particulièrement le cas avec la langue française qui va marquer le genre, autant à l'oral comme à l'écrit, par exemple avec la fameuse lettre E qui est ajoutée à un mot, puis les pronoms. Donc, cette dernière décennie, on a vu vraiment une montée de la féminisation lexicale, de la rédaction épicène. Il y a un avis de recommandation officielle de l'Office québécois de la langue française qui est paru en 2015, révisé en 2018, qui invitait les gens à utiliser la rédaction épicène, à féminiser les textes. Par exemple, quand c'est possible, dire le service de psychoéducation, la personne psychoéducatrice ou encore le psychoéducateur ou la psychoéducatrice. D'une part, nous, on trouvait que l'écriture épicène, ça peut devenir dense, ça peut redevenir redondant, puis aussi le recours au doublet
Par exemple, quand on dit les mineurs et les mineures, en parlant des jeunes, ou encore de prendre des crochets mineurs, entre guillemets, RES, mais il y avait deux enjeux. Premièrement, ça invisibilise les personnes qui sont non-binaires. Et deuxièmement, ben, dans l'utilisation des doublets avec crochet, ça fait prévaloir le genre masculin parce que ça, le féminin est indiqué en crochet. Donc, tout ça pour vous dire que, pour vous faire un peu entrer dans nos réflexions. Donc, oui, on était sensible à la culture habituelle au PUC, mais en même temps, on avait vraiment envie d'écrire la réalité des jeunes trans en les visibilisant. Voilà, on a même aussi expérimenté des néologismes, le YEL, le I, certaines formes d'écriture. On est conscient que le neutre en français, c'est un terrain d'exploration, comme Crémier l'explique vraiment. Ça ne fait pas de consensus pour l'instant. Et je veux mentionner rapidement que deux éléments qui nous ont vraiment guidés dans le sens de l'écriture de notre livre. C'est le guide de communication inclusive développé par la communauté de pratique EDI du réseau de l'Université du Québec. Vraiment, pour nous, ça a été un repère important. On a décidé d'utiliser le point médian, de recourir à l'utilisation occasionnelle de certains mots encore en débat, comme tous, yel. Et je tiens à rappeler, avant de changer de sujet, que la Table nationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie des réseaux de l'éducation suggère aux établissements d'enseignement de faire preuve de souplesse par rapport à ces règles pour rendre des néologismes acceptables ou du moins de ne pas pénaliser leur utilisation dans un contexte surtout d'études, de recherche ou de travail qui sont propres. Donc, dans l'introduction, on campe vraiment notre posture par rapport à l'écriture. Concernant l'auditoire cible de notre livre, toute personne qui a à cœur le mieux-être et le bien-être des jeunes trans et leurs proches. Donc, bien sûr, les personnes psychoéducatrices, mais les intervenants d'autres domaines de la relation d'aide, des professionnels de la santé également. Mais on pense aussi aux personnes qui œuvrent en milieu scolaire, aux gestionnaires, aux personnes politiciennes, juristes, conseillères en droit, sans oublier les jeunes qui se questionnent, les jeunes trans et leurs parents. Et aussi, on espère humblement que cet ouvrage-là va être utilisé dans la formation formelle et continue auprès d'une diversité de professionnels de la santé et de la relation d'aide actuelle ou en devenir dans une diversité de champs d'expertise. Concernant l'approche de l'ouvrage collectif, ben, nous, on a voulu explorer d'une manière approfondie et interdisciplinaire la pratique psychoéducative auprès des jeunes trans. Pour ça, on voulait vraiment inclure une diversité d'expertise théorique, clinique, expérientielle au sein même de notre équipe éditoriale, mais aussi dans les différents chapitres du livre. Donc, les personnes éditrices et auteurs de ce livre sont issues de formations variées. On parle de la psychoéducation, travail social, sexologie, psychologie, socio, orientation professionnelle, soins infirmiers, pédiatrie, endocrinologie et aussi le domaine de la recherche scientifique. Et afin d'éviter des points de vue cis-centrés, mais dans une optique aussi de reconnaissance, de visibilisation et d'empowerment, pour nous, c'est important d'inclure le plus possible des personnes trans et non-binaires en tant qu'auteurs et co-auteurs d'une grande partie de chapitres. La structure du livre, donc le livre est constitué de deux parties centrales. La première partie, c'est vraiment axé sur l'état des connaissances. On a 6 chapitres qui viennent jeter les bases sur une diversité de connaissances. Je pense notamment au chapitre 1 qui est dirigé par Beauchesne-Lévesque, qui permet d'établir vraiment les bases interprétatives essentielles pour apprécier le reste de l'ouvrage, parce qu'on parle des différentes notions entourant la diversité des corps sexués, des genres et des sexualités. Et on a justement Sophie Labelle qui va venir aujourd'hui nous en parler. On a d'autres chapitres qui parlent de l'avancement des droits, qui est dirigé par Courcy. On a un chapitre, le chapitre 3, qui est dirigé par Médico, qui va parler de l'évolution des pratiques cliniques, incluant la psychothérapie à travers les années, des approches normalisantes et de conversion aux pratiques transaffirmatives avec les différents fondements scientifiques derrière ça.
Au chapitre 4, on présente des données, c'est dirigé par Pollen Sans Façon, on présente des données de l'enquête nationale sur la santé. On parle des besoins sur le plan familial, scolaire, santé physique et mentale de 220 jeunes trans non-binaires du Québec. Chapitre 5, dirigé par Jacques, propose un portrait vraiment intéressant sur le bien-être des jeunes trans à l'école. On donne une perspective saisissante des expériences d'intimidation scolaire de ces jeunes-là à travers le prisme de l'intersectionnalité et on aborde le rôle de l'instance scolaire dans la perpétuation et la prévention de l'intimidation. Finalement, chapitre 6, dirigé par Goyette, permet un survol des plus récentes connaissances sur les trajectoires de consommation et des services offerts aux jeunes trans de 14 à 25 ans. Enfin, la seconde partie, on a 6 beaux chapitres qui parlent de comment maintenant on peut appliquer concrètement les connaissances en contexte de pratique, souvent très multidisciplinaire et intersectionnel. Le chapitre 7, qui est dirigé par moi-même, il vise à approfondir la compréhension des habitudes de consommation de substances psychoactives chez les jeunes trans à l'aide d'un modèle théorique réputé. Puis on propose une adaptation d'approche pour pouvoir mieux intervenir en dépendance auprès de ces jeunes-là. Ensuite, le chapitre 8, dirigé par Wallet, il nous parle à nouveau, on va plus loin en contexte scolaire. On voit avec une approche critique comment le modèle théorique de stress minoritaire est mobilisé par l'entremise de différentes mesures annoncées par des organismes scolaires québécois pour la réussite éducative des élèves trans en 2020. Et il y a de précieuses pistes d'action qui sont recommandées pour le personnel scolaire. Chapitre 9, dirigé par Côté, on parle des jeunes trans en situation d'itinérance et à l'aide du prisme de l'écosystémique, on propose différentes pistes pour favoriser l'adaptation psychosociale de ces jeunes-là, mais aussi pour assurer une meilleure inclusion au sein des ressources d'aide. Et maintenant, chapitre 10, dirigé par Rothenbourg, on parle de comment l'approche psychoéducative peut venir compléter, bonifier autant que possible les soins transaffirmatifs qui sont offerts aux jeunes trans en milieu hospitalier. Chapitre 11, dirigé par Pollen Sans Façon, on présente les plus récentes données scientifiques sur les phénomènes de détransition, discontinuation des transitions. J'en dis pas plus, Tom-Lee Planchet va nous en parler bientôt. Et finalement, le dernier chapitre qui est dirigé par moi-même, bien, après avoir parlé de l'importance d'inclure dans une diversité de milieux, on parle de l'importance d'inclure les personnes trans et non-binaires dans les projets de recherche qui les concernent. Donc, pour respecter le temps, je vais terminer maintenant, mais je veux juste vous mentionner qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de termes nouveaux. Il y a un glossaire prévu dans le livre. À la fin de chaque chapitre également, on a des éléments clés à retenir. On a aussi des outils qu'on propose pour aller plus loin. Donc, on a vraiment eu un besoin de bien vulgariser puis de permettre une bonne appropriation au lectorat. Donc, je laisse la parole maintenant à mon collègue Nicolas. Salut tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Donc là, je vais présenter les différents panélistes qui vont nous parler des chapitres sur lesquels ils ont travaillé. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec le chapitre 1 qui se nomme Introduction au concept lié à la diversité des corps sexués, des genres et des sexualités, qui a été coécrit par Cyril-Gabriel Beauchesne-Lévesque, Sophie Labelle et Florence Chenel. Et pour nous en parler, on a Sophie Labelle. Donc, Sophie Labelle utilise le pronom elle. Elle est auteure et BDiste trans et neurodivergente de Montérégie. Son travail traduit dans plusieurs langues a une portée internationale et elle est fréquemment, excusez-moi, je bégaye un peu, je suis un petit peu stressé, ça va aller, fréquemment invitée à présenter son œuvre sur chaque continent. Elle habite présentement en Finlande, donc en direct de la Finlande. Sophie, je te cède la parole. Oui, merci. Ça me fait vraiment plaisir d'être là et ça me fait vraiment plaisir de présenter cet ouvrage et ce chapitre sur lequel on a mis beaucoup d'amour, Florence et moi. Avant de commencer, je voulais saluer
mes co-auteurs, co-autrices, en les présentant également. Donc, je vais juste faire une courte introduction pour eux et elles. Cyril Gabriel Beauchesne-Lévesque est doctorant en psychologie clinique à l'Université Bishop's. Il a fondé le groupe d'action trans de l'Université de Sherbrooke. Il n'y a pas juste toi qui bégaye, apparemment. Non, en fait, c'est la première fois depuis 6 mois que je parle en français à quelqu'un d'autre que mes chats. Mes chats, vous voyez derrière moi. Donc, il a fondé le groupe d'action trans de l'Université de Sherbrooke en 2016, ce qui a mené à la création de l'organisme Transestrie en 2020, où il travaille désormais comme formateur afin de promouvoir le développement de soins transaffirmatifs dans la région. Florence Chenel est bachelière en études politiques appliquées de l'Université de Sherbrooke. Elle travaille auprès des communautés 2S LGBTQ+, depuis 2021 à titre d'activiste, lobbyiste et gestionnaire d'OBNL, où elle contribue notamment à l'avancement des droits des communautés trans. Depuis janvier 2024, elle siège sur le conseil d'administration de l'Association internationale des professionnels pour la santé des personnes trans. Alors, moi qui suis autrice pour la jeunesse, ça me fait tout drôle d'être la première à entrer dans le détail de ce livre qui fourmille d'informations essentielles au débat public. On a mentionné la Finlande déjà tout à l'heure. Faut savoir que la Finlande, c'est pas au même niveau que ce qui se passe en Angleterre, par exemple. Juste une petite note à ce sujet-là. C'est surtout qu'il y a eu un gros scandale relié à celle qui était directrice du centre pour les jeunes trans de Finlande pendant 2 ans, et elle a essayé de contrer toutes les pratiques affirmatives de soins pour les jeunes trans, mais c'est heureusement chose du passé. Et donc, ne vous inquiétez-vous pas trop pour la Finlande. C'est surtout beaucoup de rumeurs qui circulent à ce sujet-là, mais on travaille très fort pour pas que ça se reproduise. Et donc, le chapitre 1, ça se voulait d'abord et avant tout un glossaire, quoique avec le temps, la manière que ça s'est développé, on s'est rendu compte que chaque terme avait son lot de débats, de gens qui avaient des définitions différentes pour chaque terme. Et donc, ça s'est retrouvé être davantage un exposé de ces débats. Donc, ce que vous allez trouver dans le chapitre 1, ça va être tous ces débats que je mentionnais à propos de termes, mais également de concepts. On va également présenter des termes réappropriés. On va présenter des termes de vocabulaire qu'on verrait dans la plupart des ouvrages du genre. Par exemple, tout ce qui est par rapport aux différentes identités qui sont inclus dans ce qu'on réfère comme étant les communautés sexuelles de genre et de corps sexués. Donc, on a également voulu y mettre une touche plus personnelle en incluant des anecdotes personnelles. Et donc, chaque personne qui a participé au chapitre incluait des anecdotes reliées justement à l'action de s'identifier d'une certaine avec un certain terme. Et qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre pour vous mettre l'eau à la bouche? Je crois que ça résume assez bien ce qu'on a tenté de faire avec ce chapitre. Sophie, Oui. est-ce que tu me permets de lire un petit encadré? Je peux-tu? Ah, lâche-toi lousse.
OK. C'est parce que je trouve que c'est un encadré qui m'a tellement fait sourire et tout de suite, j'entendais la voix. C'est un témoignage de Céry qui est co-auteur. Puis c'est tellement drôle parce que j'entends la voix de Céry quand je le lis. L'encadré 1.1, quel sexe? Point d'interrogation. Il y a quelques années, je suis allée à l'urgence après avoir fait une commotion cérébrale. Pendant qu'elle me faisait passer des tests, la personne prodiguant les soins infirmiers m'a demandé quel était mon sexe, mon sexe. Je lui ai à mon tour demandé de quelle information elle avait besoin en particulier. Est-ce que vous voulez connaître le sexe qui m'a été assigné à la naissance, le sexe qui est écrit sur ma carte d'assurance maladie, de quoi mes organes génitaux ont l'air ou à quel genre je m'identifie? Parce que ces 4 questions ont 4 réponses différentes. Elle m'a regardé, sonné, comme si c'était elle qui avait reçu un coup sur la tête. J'ai juste besoin de cocher M ou F sur ce formulaire. Ah, vous pouvez cocher M si vous voulez, répond Céline. Oui, donc, on a vraiment essayé, avec ces anecdotes-là, d'illustrer les multiples facettes de chacun des termes qu'on explore. Il a fallu s'arrêter à un moment donné parce que, évidemment, il y a énormément de termes qui sont liés aux enjeux qu'on aborde dans le livre. Et donc, c'est vraiment une collection de ce qu'on a trouvé était essentiel pour être inclus dans le livre. Donc ouais, non, j'ai très hâte d'entendre les prochains panélistes et félicitations pour le lancement. Merci à tout le monde d'être là. Merci, Sophie. Donc, pour la deuxième partie, on va aborder le deuxième chapitre. On va être 2 panélistes pour le présenter, moi-même et Mathieu Joël Gervais. Le chapitre se nomme « Les avancements des droits des personnes trans et non-binaires au Québec » par Nicolas Courcy, Mathieu Joël Gervais, Olivier Charec, Annie-Pauline Santasson et Julie-Christine Coton. Donc, je vais vous lire nos bios. Ça fait bizarre de lire ma propre bio, mais on va y aller comme il se doit. Donc, Nicolas Courcy est bachelier en psychoéducation et coordonnateur des services LGBTQIA2S+, pour le dispensaire Centre de santé communautaire dans les Laurentides. Il travaille depuis 2010 et a participé à la mise sur pied des services spécifiques pour personnes de la diversité sexuelle et pluralité de genre dans les Laurentides. Pour ce qui en est de Mathieu Joël Gervais, Mathieu Joël Gervais est détenteur d'un doctorat en psychologie communautaire et professeur associé au département de psychologie à l'Université du Québec à Montréal. Il est également conseiller scientifique à l'Institut national de santé publique au sein de la direction du développement des individus et des communautés. Il détient une expertise en implantation et évaluation de programmes dans le domaine communautaire et en santé et services sociaux. Je vais aussi vous présenter mes autres co-auteurs, donc Olivier Charec, qui est présent. Bonjour, Olivier. Donc, Olivier Charec est travailleur social dans le milieu communautaire depuis les 20 dernières années, sensible aux questions de justice sociale et de discrimination et d'exclusion sociale. Il s'implique activement dans sa région afin de mettre en place des services spécifiques qui répondent aux besoins des personnes LGBTQ+, et de créer des milieux ouverts et inclusifs pour la diversité sexuelle et la pluralité de genre. Là, je switch mes pages pour revenir à Julie-Christine Coton, que vous avez entendu un peu parler depuis le début de la présentation. Donc, Julie-Christine Coton est psychoéducatrice et professeure au service sur les dépendances de la faculté de médecine et des sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke. Elle a fondé le Labo Inclusif afin d'étudier les enjeux psychosociaux et d'inclusion rencontrés par les groupes minorisés. Elle s'intéresse aux approches transaffirmatives et neuroaffirmatives, ainsi qu'à l'adaptation des pratiques pour mieux considérer et valoriser ces groupes. Et finalement, Annie-Pauline Santasson. Donc, là, je ne suis pas à la bonne page, je vais y arriver. Annie-Pauline Santasson, travailleuse sociale, PhD, est professeure à l'École de travail social à l'Université de Montréal et titulaire de la chaire de recherche du Canada au niveau 1, REPAR, recherche partenariale et empowerment des jeunes vulnérabilisés. Elle s'intéresse au vécu des jeunes, de la diversité des genres et propose des réflexions éthiques et méthodologiques favorisant la reprise de pouvoir d'agir, la confrontation des oppressions et les changements sociaux.
Donc, le chapitre 2 qui relate l'évolution des droits des personnes trans non-binaires au Québec, c'est un gros projet parce qu'on s'entend, l'histoire est encore en train de s'écrire au niveau des droits. C'est quelque chose qui ne sera jamais terminé. Donc, c'est une photo précise du moment auquel on était en train de produire ce chapitre-là. Et à un moment donné, il a fallu arrêter d'ajouter du stock dedans parce qu'on serait encore en train de l'écrire et dans les 35 prochaines années. Fait que peut-être que ce chapitre-là sera plus pertinent dans 10 ans ou peut-être que ça va être le chapitre le plus pertinent dans 10 ans, on ne le sait pas. Mais en même temps, ça nous aide à prendre conscience aussi, puis c'est un peu un ode aux gens qui se sont battus avant nous pour faire avancer nos droits. C'est pas quelque chose qui a débuté hier, la militance, c'est quelque chose qui existe depuis tout le temps. Puis, c'est aussi un ode aux personnes qui combattent avec nous, qui soutiennent l'évolution de nos droits et de notre communauté, qui ont un sentiment de justice sociale, mais ça vient aussi avec un prix à payer, malheureusement, parce que quand on s'affiche dans la militance, on devient aussi des cibles. Donc, encore aujourd'hui, il y a des gens qui vont décider d'arrêter de s'afficher parce qu'ils ont peur. Puis, il y a un contexte de peur qui est de plus en plus présent, qui est en train de revenir parce que il y a beaucoup de choses qui se passent. Annie en a fait un peu l'état de la situation tout à l'heure. Donc, de faire de la militance, c'est un choix aujourd'hui qui comporte des risques. Puis, ben, il y a des gens qui ont fait face, qui sont devenus des cibles. Il y a des gens qui ont vécu toutes sortes de violences. Donc, ce chapitre-là est un peu en leur honneur à ces personnes-là qui ont fait avancer les choses, puis qui continuent à faire avancer les choses. Puis, c'est pas juste des personnes issues de la communauté qui militent, c'est aussi nos alliés. Puis, il y a beaucoup de messages que des fois, si on était les seuls à essayer de passer, ça ne passerait pas. On a besoin de nos alliés dans ce combat-là. Donc, j'aimerais céder aussi la parole à un de mes co-auteurs, Mathieu Joël. Donc, c'est à toi. Super, merci beaucoup, Nico. J'ai vraiment été enchanté. Nico m'a approché un peu par hasard, en fait, là, en me disant j'ai un chapitre à écrire, ça te tente de t'impliquer. Puis moi, j'ai fait beaucoup de militance au moment où j'ai fait ma transition en 2010, durant 3 ou 4 ans. Puis en fait, je m'étais un peu retiré. Puis on dirait que, je sais pas, ça a déclenché quelque chose. Ça m'a redonné le goût, puis ça m'a refait prendre conscience que en 2010, 2011, c'était pertinent, mais c'est aussi pertinent en 2023, 2024. Et je vous dirais que ce chapitre-là, c'est vraiment intéressant, comme Nico dit, de voir où on part. Tu sais, on part de 1969, le Bill Omnibus qui décriminalise l'homosexualité. Et on voit aussi comment les luttes au niveau de la diversité sexuelle, la pluralité des genres, sont les luttes de tout le monde et que tout le monde a mis sa pierre à l'édifice. Peu importe l'identité de genre, peu importe l'orientation sexuelle, que c'est important de se rendre compte, je pense, comme communauté, qu'on a avantage aussi à lutter ensemble, tout le monde ensemble, et de mettre de côté des fois ce besoin-là de dire, ah ben, les personnes trans, nous, on n'est pas, c'est la même chose que les personnes cis ou les personnes non-binaires, c'est pas la même chose que les personnes trans. Ça nous montre vraiment comment, du Bill Omnibus en 69 jusqu'à tout récemment, au niveau du jugement Moore, au niveau du travail qu'on a fait tout le monde ensemble pour rendre illégales les thérapies de conversion, ces droits-là ont été acquis durement, ont été acquis ensemble et c'est important de continuer à les défendre ensemble comme communauté. Il y a aussi la deuxième partie-là au niveau de l'advocatie. J'espère que vous allez la lire et puis vous allez la lire aussi avec une optique de se dire, c'est sûr qu'il y a des personnes qui font de l'advocatie leur mandat, les organismes communautaires, des acteurs, actrices de la communauté, qui s'identifient ou non de la diversité sexuelle, pluralité des genres, qui portent ça sur leur épaule. Mais il y a aussi une façon de faire de l'advocatie dans les gestes de tous les jours, en montrant cette ouverture-là, en montrant
qu'on connaît la problématique en montrant aux personnes qu'on est ouvert. Comme par exemple, moi, je donne des cours de méthodologie de recherche. Et juste en nommant mon prénom, en fait, mon prénom choisi et mon nom choisi, tu sais, ben pas en nommant mon nom choisi, mais en nommant mon prénom choisi ou mon prénom usuel, c'est comme un petit cue que les personnes qui ne font pas partie de la diversité sexuelle ne comprennent peut-être pas, mais les personnes qui font partie comprennent le cue puis se disent, ce prof-là est ouvert. Je donne des exemples, je parle de plans de recherche quasi expérimentaux, puis je donne des exemples au niveau de la façon de définir des variables, puis je parle de la variable identité de genre. Puis je dis, ben, l'identité de genre, il y a différentes façons de la définir. Il y a binaire, puis il y a aussi une identité de genre auto-révélée, il y a une identité de genre selon un continuum. Ce sont des petits exemples comme ça qui, comme professeur, moi, dans le fond, je ne parle pas de diversité sexuelle, pluralité des genres dans mon quotidien, mais j'en profite pour passer des messages. Puis mes élèves, mes jeunes élèves, à chaque année, j'ai dans mes commentaires, ben merci de votre ouverture, sans nécessairement faire de militance, sans nécessairement avoir fait de communiante, mais juste en montrant que je suis ouvert. Puis ça, c'est de l'advocacy de tous les jours qui peut être fait dans nos milieux au quotidien. Puis j'espère que le chapitre va vous faire réfléchir à comment est-ce que moi, dans mon quotidien, je peux porter ces petits gestes-là pour démontrer mon ouverture. Puis qu'est-ce que je peux faire, moi, dans mon quotidien pour faire de cette société-là une société plus inclusive. Alors, ça résume, ça résume, je pense, l'essence du chapitre. J'aimerais rajouter une petite chose là-dessus. Tu sais, oui, ça relate l'évolution des droits au Québec, mais on va s'entendre qu'il y a une influence de ce qui se passe à l'extérieur du Québec. Tu sais, tout ce qui se passe avec les Jeux olympiques, etc., ça a un impact sur comment notre communauté est les vue. Ça a un impact sur l'évolution partout ailleurs, puis on ne peut pas faire abstraction totalement de tout cela, mais c'est un chapitre qu'on aurait pu écrire à l'infini, comme j'ai dit, parce que c'est encore en train de s'écrire, puis ce qui se passe partout ailleurs dans le monde, ça a un impact direct sur ce que nous, on va vivre ici. Donc, merci. Je vais passer donc à la présentation de notre autre panéliste et de son chapitre. Donc, pour le chapitre 11, les jeunes qui discontinuent leur transition par Annie-Pauline Santasson, Morgane Argeli, Tom Lippel-Planchat, Denise Médico, François Susset, Mélanie Millette, Alexandre Barry et Olivier Turbide. Et je vais vous présenter notre panéliste, Tom Lippel-Planchat. Excuse-moi, je te débaptise. C'est le stress qui fait ça. Okay. Donc Tom Lippel-Planchat est professionnel de recherche pour la chaire de recherche du Canada sur la recherche partenariale et l'empowerment des jeunes vulnérabilisés de l'Université de Montréal. Ses travaux de recherche portent sur les jeunes trans et de la diversité de genre et leurs familles. Il a également travaillé en tant qu'intervenant et coordonnateur auprès des publics marginalisés, LGBTQI+, personnes handicapées, et etc. Donc, je te cède la parole. Merci beaucoup, Nicolas, pour la présentation et d'avoir présenté mes collègues du chapitre. C'est un chapitre qui vient tard, comme vous l'avez compris, parce que en fait, déjà, les données sur ces questions-là sont très récentes. On parle des jeunes, là, le titre, c'est les jeunes qui discontinuent, mais vous avez sûrement plus entendu le terme des transitions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs termes qui sont utilisés. Il n'y a pas encore de consensus sur un terme à privilégier. Même le terme des transitions, il n'y a pas encore de définition universelle ou de consensus là-dessus, mais souvent, ça fait référence à l'arrêt de la transition sociale et médicale. Ça peut faire référence à un retour vers une identité cisgenre ou au sexe assigné à la naissance. On parle aussi de désidentification trans. On parle aussi du terme retransition, parfois comme synonyme et aussi parfois pour parler de jeunes qui transitionnent après avoir détransitionné. Là, on parle un peu des abandons temporaires. On parle du terme discontinuation maintenant, plus pour faire référence aux jeunes qui arrêtent leur transition médicale ou ne poursuivent pas vers une transition médicale, mais que cet arrêt-là n'est pas lié à une cessation d'identité trans.
On parle aussi de jeunes detrans, de jeunes qui s'identifient au processus de détransition et qui peuvent ressentir un sentiment d'appartenance à une communauté detrans. En fait, ce chapitre-là, il veut aborder le phénomène dans sa globalité. Euh, les personnes que Nicolas a, j'ai pas le temps de vraiment nommer tout le monde parce qu'en fait, on est une énorme équipe de recherche et j'ai beaucoup de choses à dire. Mais en fait, c'est des personnes qui ont participé à un projet d'étude qui s'appelle les discours d'e-trans. C'est un projet de recherche, une étude internationale qui a été menée autour de 2020 où on a cherché à comprendre c'est quoi la perception qu'on a de la détransition ou de la discontinuation et les expériences reliées à ça. Euh, L'objectif, en fait, c'était un projet de recherche aussi mené en 3 volets. On a fait vraiment un projet assez unique en son genre. Il y a eu un volet qui analysait les médias, les discours médiatiques sur la détransition. On n'en parle pas trop dans le chapitre, donc je ne vais pas trop vous détailler. Il y avait un volet qui analysait les discours des jeunes et leurs expériences, des jeunes qui ont détransitionné ou arrêté leur transition. 20 jeunes, dans mon souvenir, la moitié avaient effectué une transition médicale et la plupart des jeunes sont des personnes assignées femmes à la naissance. Après, par la suite, on a fait d'autres entrevues, mais ce n'était pas encore disponible pour ce chapitre-là. Et aussi, on a interrogé les professionnels via un questionnaire en ligne. Donc, c'était professionnels de toutes disciplines, des médecins, des psychologues, des chirurgiens, des chirurgiennes, des intervenants d'écoute de ligne, qui travaillaient avec tout type d'approche auprès des jeunes. On a eu 61 professionnels qui ont participé à l'étude et 64% ont rapporté avoir suivi des jeunes qui ont détransitionné ou arrêté leur transition. Donc, je vous parle de ça parce qu'en fait, ce chapitre-là, il a pour objectif de vous mettre à jour sur les connaissances qu'on a sur ce sujet. On en parle de plus en plus, c'est plus visible, mais en fait, on a très peu d'études empiriques là. Ça a commencé à sortir en même temps qu'en fait qu'on a mené cette étude-là. Et le projet Discours d'e-trans, c'était un peu une des premières études empiriques sur le sujet. Et les chapitres, en fait plutôt les sous-sections, vont aller analyser, examiner un peu plus en détail le point de vue des jeunes et des professionnels sur ce sujet-là. On a par exemple une section qui parle des motivations à transitionner. Là, c'est les jeunes qui nous en ont parlé. Donc, qu'est-ce qui les a emmenés en premier lieu à effectuer une transition? En fait, les jeunes nous rapportent vraiment des contextes divers et variés. Euh, de la non-conformité dans le genre pour la plupart durant l'enfance, des jeunes qui ne cadraient pas dans des schémas cis-hétéronormatifs, qui ont parfois aussi vécu l'intimidation par rapport à ça, qui avaient des enjeux de mal-être, de santé mentale, de mal-être aussi corporel, de la dysphorie de genre, qui plus tard a pu être interprété par certaines comme de la dysmorphie. Ce qu'il faut comprendre avec cette section et qui est très très important, c'est que c'est une analyse rétrospective. C'est comment les jeunes maintenant font du sens de leur parcours. Ça ne veut pas dire que c'était forcément les motivations à l'origine, mais cette question de faire du sens est hyper importante pour les intervenantes parce que c'est ce qui peut permettre pour ces jeunes-là de faire résilience, de faire du sens de leur parcours et de passer, de continuer leur vie en fait. Et faire attention, je veux quand même le souligner que en fait, ces motivations qui sont nommées, longtemps la recherche s'est un peu axée sur c'est quoi les facteurs de risque à la détransition, à l'arrêt, en vue bah, de le diminuer, voire de l'annuler. Ce qu'on sait maintenant au niveau des recherches, c'est qu'en fait, bah, on ne peut pas prédire le genre de la personne, on ne sait pas comment son genre va évoluer. Par contre, ça nous amène à questionner aussi de bah, quel espace on offre pour explorer aussi toutes ces intersections, toutes ces complexités qu'un jeune peut rencontrer et faire attention à ce que ça soit une exploration non contraignante. C'est-à-dire que les jeunes puissent en parler, que ça ne soit pas des barrières à l'accès aux soins, parce qu'en fait, quand ça prend forme de barrière, eh ben, il y a un risque que ces jeunes-là ne l'évoquent pas lors de leur accompagnement, changent de discours en vue bah, d'obtenir un peu ces petites cases qui vont faire qu'ils vont avoir accès aux soins. Mais du coup, on passe à côté de savoir c'est quoi leurs besoins et peut-être bah, aussi de leur genre authentique. Euh, Ça prend quelle forme la détransition ou la discontinuation? Les pros et les jeunes nous parlent beaucoup de l'arrêt de la transition médicale et particulièrement des hormones. Donc,
la plupart des personnes souhaitent arrêter ou vont arrêter, ou pour certains qui n'ont pas effectué de transition médicale, ne vont pas faire de transition médicale. Toutefois, certains jeunes disent aussi que c'est pas une décision définitive. Ils pensent peut-être plus tard reprendre des hormones ou faire des interventions parce que la dysphorie de genre, notamment, n'a pas été réglée pour autant, même avec l'arrêt de la détransition. Il y a des jeunes aussi qui parlent aussi d'intervention inversée en vue du coup d'inverser tous les effets qu'il y a eu, en tout cas de diminuer les effets qu'il y a eu avec la transition médicale. Euh, Au niveau de la transition sociale, c'est hyper diversifié. En fait, on a des jeunes qui, certes, oui, vont reprendre leurs pronoms assignés à la naissance, d'autres des pronoms neutres, et d'autres vont garder leurs pronoms choisis durant la transition. La plupart gardent leurs prénoms choisis. On a des identités vraiment diverses et en fait souvent multiples. Les jeunes vont par exemple s'identifier femme dit trans, femme non conforme, femme butch, femme lesbienne, d'autres non binaires, agenres. Et parfois s'identifier encore trans d'ailleurs. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y en a qui sont encore en questionnement de leur genre, et il y en a pour qui, en fait, le genre n'a plus d'importance, en fait, ne s'intéresse plus à cette question-là. En tout cas, il y a un désengagement de cet investissement envers l'identité de genre et le processus de transition. Donc, c'est hyper réducteur. Ce que je veux dire à retenir, c'est que c'est très réducteur de parler d'un retour vers une identité cisgenre, parce qu'en fait, ces personnes-là se sont questionnés sur leur genre, ont eu un processus, l'ont expérimenté et ont une vision quand même très complexe de leur genre actuel. Ça nous amène un peu aux questions des motivations à détransitionner ou à discontinuer. Donc là, on voit, il y a cette question de une autre compréhension de son genre ou de soi-même, parfois teintée de lecture sur des essais politiques, parfois aussi liée à des déceptions. La transition n'a pas répondu aux attentes des jeunes. Il y a parfois a pu diminuer les sentiments de mal-être, mais finalement sont revenus ou ont empiré avec la transition. Les jeunes nous ont parlé aussi beaucoup de performativité, de cette pression à performer le genre ou qu'est-ce que ça devrait être une personne trans, et du coup à faire certaines interventions en vue de correspondre à des standards qui ne leur correspondaient pas en fait au final. Donc là, une fois de plus, l'importance du consentement éclairé, ça ne le remet pas en question, mais par contre, de porter vraiment attention de c'est quoi les attentes des jeunes, c'est quoi les attentes réalistes, c'est quoi leurs besoins, et aussi des interventions qui ne sont pas juste basées sur des interventions médicales. Ça, les jeunes nous en ont parlé. Euh, Ils nous ont parlé aussi de pression externe, de manque de soutien. Donc oui, c'est des choses à tenir en compte. Par contre, on ne peut pas généraliser ça. C'est beaucoup dans les questions d'abandon temporaire qu'on le voit. En fait, souvent, c'est des facteurs multiples. La question des regrets a été abordée dans les entrevues et par les professionnels. Oui, il y a des regrets, il y a le deuil d'un corps qui n'existe plus, il y a de l'inconfort, mais il y a aussi des émotions positives. Parfois, il y a des satisfactions par rapport à certaines parties de son corps, des contents d'avoir effectué certaines interventions. Puis il y a une libération, en fait, positive à la détransition, d'arrêter de se mettre cette pression par rapport à la transition. Donc, c'est pas quelque chose d'uniquement un négatif. En fait, c'est très complexe et il y a beaucoup d'ambivalence. Et une fois de plus, les intervenants ont un rôle important à jouer pour vraiment accompagner les jeunes dans toutes ces émotions-là. La dernière section parle des pistes d'intervention, mais il me reste vraiment pas beaucoup de temps. Mais ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que c'est vraiment un phénomène hétéroclite. On ne peut pas le simplifier. Pour moi, en fait, il y a autant de parcours de transition que de parcours de détransition. Puis de le voir juste comme un résultat négatif, ça rend pas service aux jeunes qui détransitionnent. Puis c'est pas vrai parce qu'en fait, je pense, en tout cas, et je pense que la recherche commence à le dire, que ça pourrait même amener à améliorer les parcours d'accompagnement, oui, pour les jeunes qui détransitionnent, mais aussi pour tous les jeunes de la diversité de genre. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais déborder. Merci, Tom Lee. C'est un chapitre qui est très, très, très pertinent. Le livre est très pertinent, là, mais c'est un chapitre qui va soulever et répondre à beaucoup de questions. Fait que merci beaucoup. Je vais donc, pour la dernière partie, rendre la parole à Julie-Christine. Merci aux 4 panélistes de votre générosité, vraiment là, d'avoir permis à cet événement-là d'avoir la touche essentielle du regard
avec tout votre vécu expérientiel, mais on voit là, clairement à travers les différents panels à quel point qu'il n'y a pas juste des savoirs expérientiels, il y a des savoirs professionnels, il y a des savoirs de recherche. Donc, leur participation au panel rend vraiment l'événement plus riche. Merci infiniment. Et ce que je trouve particulier de ce que Tom Lee apporte, contrairement à ce qu'on a vu dans les médias, notamment avec le reportage Transexpress, où l'accent est énormément mis sur les jeunes détransitionneurs, quand dans le fond, on parle de 1 à 2 possiblement là, des jeunes trans, et qui, de surcroît, met l'accent sur le regret. Donc, de t'écouter et de lire votre chapitre va permettre, je le souhaite, de contrer la désinformation, mais aussi le sensationnalisme qui s'empare là, de certains médias. Donc, on veut vous informer qu'il y a un petit Q&A qui est disponible s'il y en a qui ont envie d'émettre des commentaires ou de poser des questions aux panélistes ou encore aux co-directrices de l'ouvrage. Ça va nous faire vraiment plaisir en attendant qu'il y en a peut-être qui participent au fameux Q&A. Q&A, je trouve que ce serait bizarre de dire en français, mais bon, je tiens vraiment à dire que nous, dans la conclusion du livre, on a mis l'accent sur l'importance du travail collectif qui reste. Hein? Annie, on en parlait beaucoup, puis Nicolas, le travail collectif. Donc oui, les perspectives transaffirmatives, mais aussi interdisciplinaires, intersectorielle, mais écosystémique aussi, parce qu'on a bien beau travailler auprès d'une jeune personne, mais si on n'adresse pas certains stresseurs dans la famille, dans l'école, ou même avec les projets de loi, bien, à un moment donné, il y a des efforts qui peuvent s'annuler, par exemple. Donc, on met entre autres l'accent là-dessus sur la conclusion que je vous invite à aller lire. Donc, l'actualisation de cet ouvrage collectif n'aurait pas été possible sans la précieuse collaboration de 43 personnes professionnelles de la psychoéducation et d'une diversité d'autres champs d'expertise, incluant la recherche. Et il y a une portion importante de ces personnes qui sont elles-mêmes concernées par la pluralité des genres. On les remercie sincèrement d'avoir été déterminés à passer au travers ce long processus. On a été par moments sollicitants. On devait nous-mêmes gérer un long processus où est-ce qu'on avait, il y avait beaucoup d'enjeux de rigueur et de qualité qui ne venaient pas juste de nous, mais aussi des presses de l'Université du Québec. Aussi, je tiens à souligner la part significative de Sabrina Gendron-Fontaine pour son soutien dans le travail technique d'édition et de coordination d'ouvrages collectifs avec le nombre de personnes collaboratrices dont je viens vous parler. Imaginez le travail de coordination derrière. À un moment donné, on avait besoin d'aide. Et merci également à Mathé-Manuel Daigneault qui nous a supportés dans ce sens pendant un certain temps. Merci chaleureusement aux presses de l'Université du Québec pour leur ouverture et leur soutien par rapport à l'expérimentation dans le cadre de cet ouvrage d'une écriture inclusive. Et merci également à Loïs Crémier pour ses écrits pertinents par rapport à la rédaction inclusive. Merci encore, entre autres, là, à l'équipe derrière le guide de communication inclusive développé par la communauté de pratique en équité, diversité et inclusion du réseau d'Université du Québec. Je vous en ai parlé tantôt, mais honnêtement, ça faisait du bien d'avoir ces repères-là pour nous valider dans notre désir. Et merci aux panélistes aujourd'hui, Sophie Labelle, Nicolas Courcy, Mathieu-Joël Gervais, Tom Lee Planchat, vous avez été géniaux, génial. C'est Laroche-Tanguay, Tom Lee Planchat qui ont géré des imprévus, un peu de perfectionnisme de ma part, qui ont été là pour vraiment m'aider à mettre sur place avec Annie et Nicolas l'événement d'aujourd'hui. Mais je ne veux pas oublier de remercier Annie Poulaine-Sans-Façon et Nicolas Courcy. Annie, j'ai pu bénéficier de ses connaissances, de ses expériences comme auteure de différents livres, comme éditrice. Ça a vraiment été un plaisir d'avoir ta guidance à différentes étapes du livre, toute cette collaboration-là. Nicolas Courcy, merci d'avoir accepté de relever ce défi ambitieux. Pour ta détermination à naviguer le choc des cultures inhérent à des projets
académique de ce genre. J'espère oublier personne, mais merci à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont permis à cet ouvrage-là de naître. Merci Julie pour ton leadership, hein? Parce que sérieusement, je l'ai fait, c'est toi qui as fait le leadership du livre, donc bravo. C'était vraiment un charme de travailler avec toi. Donc, on ne peut pas passer ça sous le silence. Merci Annie, merci.